Bonjour à toutes, à tous. Bienvenue dans cette table ronde. Nous allons aborder ensemble différents aspects rencontrés par des personnes de langues et de cultures étrangères vivant en France ou en pays francophones depuis plusieurs années. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui 5 représentantes de différentes cultures. Elles vivent en France depuis plusieurs années et sont entièrement immergées dans la culture de notre pays. Elles viennent témoigner aujourd'hui de leur vécu en France ou en pays francophone à travers le prisme de leur culture d'origine. Alors, si vous voulez bien vous présenter rapidement, Ninoska. Moi, je suis Ninoska, je suis espagnole et j'habite en France depuis en gros 20 ans, dans 2 périodes, mais oui, 20 ans en gros. Je m'appelle Bojana, je suis polonaise et à Toulouse depuis à peu près, plus de 20 ans, 23 ans. Voilà, moi je m'appelle Yvonne, je suis allemande et je vis depuis 28 ans à Toulouse. Je m'appelle Sana, je suis finlandaise et je suis ici à Toulouse depuis 4 ans. Je m'appelle Vanda, je viens de Croatie et j'habite en France depuis 20 ans, dont 15 à Toulouse. Avant j'étais à Paris. Merci. Alors pour commencer, une question un peu générale. À votre arrivée en France, qu'est-ce qui vous a le plus étonné? Qui veut prendre la parole? Je suis arrivée en France sans parler français. Donc d'abord, j'ai dû l'apprendre, je l'ai appris à Paris. Donc je ne saurais pas faire la différence entre ce qui m'a le plus étonné de la culture française et de la langue française parce que l'immersion était en parallèle au fur et à mesure. Peut-être je dirais il faut vraiment ici parler français pour arriver à apprendre, à comprendre le milieu où on est, la culture du pays. Ce n'est pas un pays où on puisse s'intégrer en parlant qu'à moitié français. Ce n'est pas une surprise, mais c'était mon expérience. Oui. Moi, c'est un peu par la langue aussi. Moi, c'est le contraire. J'avais appris le français à l'école et je croyais que je parlais bien le français. 7 ans de français, le bac. Et en fait, non, je ne comprenais rien et les gens ne me comprenaient pas. C'est la déception que je ne parlais pas bien le français. J'ai eu le même sentiment que vous parce qu'en fait, j'ai déjà étudié le français au lycée et 2 années de fac. Et en fait, en arrivant à Toulouse, pareil, en fait, je pensais que je comprenais le français quotidien et j'étais surprise en fait par la manière de parler des gens ici à Toulouse avec l'accent complètement différent et avec même des mots différents, des mots que je ne comprenais pas alors que j'avais l'impression d'avoir bien maîtrisé le français. Et par exemple, c'est vrai qu'en français, mais plus du côté de Montauban autour de Toulouse, les gens disaient par exemple presque comme une ponctuation con à la fin des phrases. Il fait beau, con. Oui, on regarde un dictionnaire, ça veut dire quoi, con? Qu'est-ce que ça veut dire? Quand je regardais effectivement la signification du mot, je me disais mais pourquoi ils sont vulgaires? Est-ce qu'il y a un problème? Donc cette manière de ponctuer les phrases et d'utiliser des mots un peu plus familiers et plus, à mon sens, qui étaient vulgaires, m'ont surprise en fait. J'ai envie de rajouter quelque chose à ce propos parce qu'en effet, maintenant, puisque tu l'as mentionné, Bojana, en effet, je pense que l'utilisation de gros mots, de petits gros mots comme merde, putain, est beaucoup plus tolérée en français. Les Français le disent très facilement, alors que les gens de mon pays, s'ils emploient un tel mot, sont considérés tout de suite classés comme des personnes qui parlent mal, qui sont vulgaires, et donc c'est quelque chose de très prohibé. On ne peut pas avoir une telle fréquence de merde, c'est des putains, quand on regarde le sens ou la signification du mot, on est très choqués. Et tout le monde les emploie, même lorsqu'on fait tomber juste un stylo, on fait tomber le stylo et je veux dire, on dit putain, c'est trop. C'est un peu trop exagéré par rapport à la C'est vrai? Oui. Et pardon. Non, j'ai voulu juste dire que pour moi aussi, au début, c'était exactement pareil. J'étudiais français en école en Finlande et quand j'arrivais ici, je ne comprenais rien. C'était vraiment, vraiment difficile au début.
parler et comprendre. J'ai le sentiment que c'est une langue complètement différente que j'ai appris en Finlande. Et j'ai aussi noté au début que personne ne parle anglais. Ça veut dire que j'étais vraiment obligée à apprendre français. C'était impossible de gérer tous les jours les choses avec anglais. Oui, par rapport à ce que vous disiez, en parallèle, on dit de grands mots d'une façon très anodine, et puis on utilise à l'extrême les formules de politesse. Bonjour madame, pas bonjour, mais bonjour madame. C'est-à-dire, moi, en Espagne, on dit bonjour, c'est fait. Mais non, ici, il faut ajouter madame ou monsieur parce que sinon on est impoli. Donc, c'était l'impression il y avait quelque chose qui m'échappait. J'ai bien fait les choses, j'ai été polie, je suis arrivée, j'ai dit bonjour, mais non, ça ne suffisait pas. Et ce sont des choses qu'on n'explique pas. Donc, c'est comme si on devait le savoir, mais non, on ne sait pas. Les formules de politesse ici sont plus longues, plus fréquentes. En parallèle, utilisé avec beaucoup de gros mots ou familiers. Oui. Dans le bus, à Toulouse, si on ne dit pas bonjour au chauffeur, si on ne dit pas merci, au revoir, on est mal vu par la mamie à côté ou quelqu'un. Et donc ça, c'est quelque chose de très culturel. C'est propre à Toulouse parce que, à mon souvenir, à Paris, on ne faisait pas ça quand on prenait le bus, on ne disait pas bonjour, au revoir au chauffeur, mais ici, ça se fait. Et si tu ne le fais pas, tu es mal vu. Alors justement, je vais profiter de ce que vous venez de répondre là. Pour rebondir sur une autre question, j'allais vous demander s'il y a en France, dans votre expérience en France ou en pays francophone, des règles de savoir-vivre totalement différentes de celles de votre pays. Par exemple, dans la communication orale, ou bien dans les salutations, ou dans les habitudes à table, etc. Ah bon, je pense qu'en fait, il y a deux situations, je dirais, qui sont complètement différentes. C'est de faire la bise tout le temps. J'ai l'impression qu'on s'embrasse en permanence. Donc le matin, on arrive au travail, pendant les études, ou alors même dans la famille, quand on est en famille, on se lève le matin et on fait à nouveau la bise à tout le monde. Et là, c'est quelque chose, j'avoue, qui m'a un peu perturbée au départ, parce qu'en plus, en Pologne, on ne se touche pas forcément beaucoup, on est comment dirais-je, en termes d'espace intime, je trouve que c'est moins... on est très sensible à ça, et le fait de se toucher en permanence, de se faire la bise, c'est quelque chose d'assez perturbant et étonnant. Oui. Oui, en même temps, on se fait la bise, et pas tout le temps. Nous, en Espagne, à l'heure de présentation, entre deux femmes, on se fait la bise, ici non, on se serre la main. Donc pour moi, c'est une sorte de distance. Quand on me présente une femme, je sais qu'ici en France, je dois serrer la main parce que si je me lance, je suis vue comme quelqu'un qui se lance à faire la bise alors qu'on vient de se rencontrer. Donc voilà. Donc ces nuances, quand il faut se serrer la main, quand il faut se faire la bise, qui par hasard, nous en Espagne, on fait la bise au contraire. C'est-à-dire ici, on se fait la bise d'abord quel côté. Ah oui. En Espagne, c'est le contraire. Donc, systématiquement, en espagnol, ce qui vient d'arriver en France, qui fait la bise, ça va se choquer parce que les deux personnes vont faire le même geste. Donc, on n'arrive pas à se trouver. Je ne me rappelle plus. En Espagne, c'est le côté droit ou gauche, et en France, c'est le contraire. Ça dépend de la région, je crois. C'est vrai. France, oui, c'est pas toujours pareil. On va toujours par la gauche ou la droite. Ou si on fait 2 fois ou 3 fois. Ah oui, ou 4 fois. Les Anglais ont établi une carte des régions où on fait 4 fois, 2 fois, j'ai vu. Mais qui ne correspond pas tout à fait. Ou alors aussi la manière de faire la bise. Ah oui. C'est-à-dire qu'en Pologne, quand on fait la bise, on est plus proche de la bouche, en fait. Oui, et on avec la embrasse bouche. avec la bouche la joue, Et et plus proche de la bouche que... Oui. Alors qu'en France, on se touche, en fait, Les joues. Et parfois on se cogne presque, parce qu'il y a des gens qu'on n'aime pas trop, auxquels on fait la bise, et inversement, c'est pas du tout affectif en France. Il y a des manières de faire la bise. Oui. Salut, ça va? Et à Finlande, on ne fait pas du tout la bise. Ouais. On a vraiment l'espace personnel assez gros. Et c'est vraiment difficile à habituer. Ouais. Et plus, on fait qu'on se voit, et après, quand on dit au revoir, on refait les bisous. C'est un peu tout le temps les bisous. C'est difficile. Hein?
Et après, quand la famille, quand elles font la bise, ils ont tous un peu honte en France, quand ils viennent une fois par an. Alors ils prennent fortement dans les bras, ils rougissent un peu, et ils sont maladroits, et ils font des câlins presque aux gens. Voilà. Ils ne savent pas faire. On voit la différence. Ouais. Et est-ce que vous vous êtes déjà trouvé dans la situation suivante? Vous discutez avec un Français, soudain un geste, une mimique que vous ne comprenez pas, et là vous êtes perdu. Je pense qu'au bout de tellement d'années qu'on habite ici, c'est moins fréquent. Moi, il y a un seul geste que je vois et que je ne comprends pas trop, c'est quand on fait quelque chose comme ça, on gonfle, on met la langue sous la joue, donc je ne sais pas. Et je fais une parenthèse, je suis partie vivre en Italie, et du coup en Italie il y a un geste qui est comme ça, qui est très bon. Quand on mange quelque chose qui est bon, on fait comme ça. Et ici le geste français, je ne sais pas si c'est grossier, si ça peut m'amener à ne pas comprendre. Disons, dans une conversation, l'essence global, on le comprend, mais il y a quelque chose, moi personnellement, qui me met mal à l'aise. Il y a quelque chose qui m'a échappé et je ne sais pas si c'est important ou pas. Et si je perds un mot, je peux remplir ce vide avec l'essence global. Mais un geste, parfois, je ne sais pas, comme je ne sais pas si c'est un geste grossier ou pas, du coup, je perds le ton de la conversation. Donc, ça peut gêner. Mais ce n'est pas très fréquent, je dirais. C'est pas... À part ce... J'ai rien qui me vient à l'esprit, mais est-ce que j'ai pas vécu ça sans me souvenir? Parce que ça fait longtemps que je suis en France. Moi, j'ai vécu une fois une situation, parce qu'en fait, par exemple, quand on boit de l'alcool, en Pologne, on boit de la vodka, et donc il y a des gestes, bien sûr, qui vont avec, et on a un geste qui est complètement différent. Mais la première fois où j'ai vu un Français dire « alors lui », oui, alors, qu'est-ce que c'est? Donc, je n'ai pas du tout compris le contexte, parce qu'en fait, on ne l'expliquait pas avant, donc grâce aux mots, je n'ai pas pu comprendre. Mais oui, et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Quel était le problème? J'ai dû demander l'explication aux gens. Et alors que chez nous, en fait, c'est un geste qui est complètement différent, et donc, incompréhension totale. Puis, mais après, je dirais que les Français parlent beaucoup plus avec les gestes que nous. Et du coup, cette impression un peu générale de, comment dirais-je, quand ils s'énervent, c'est tous ces gestes font que j'ai l'impression qu'ils sont plus énervés que nous, en fait. Parce qu'en fait, ils accentuent cet énervement avec des gestes que nous, on en a nettement moins. Donc j'ai l'impression qu'ils sont plus énervés. Donc je me dis, oh là là, ils sont vraiment en colère totale. Ça s'est passé pour moi aussi, même les repas entre la famille et tout ça. Quand les gens ils boivent un peu, après ils commencent à parler vraiment avec les mains et avec le voix un peu plus forte et tout ça. Et à un moment que moi je sens un peu, d'accord, ok, ils sont un peu en colère entre eux. Et finalement, tout le monde me dit non, non, on discute. On n'est pas en colère, on discute. Et pour moi, comme finlandaise, ça c'est déjà vraiment qu'on est en colère, on ne discute plus. Hein. C'est complètement différent. Ça fait trop longtemps que je vis en France pour parler des gestes nouvellement rencontrés, vus, qui pourraient me surprendre. Mais je me rappelle, et d'ailleurs je l'ai toujours, celui-ci, je sais que je suis restée aussi interloquée, un peu comme toi Boujena, avec le... Ça, c'est un geste qui n'était pas très clair pour moi, enfin, qui n'était pas clair du tout. Il a fallu demander l'explication, ça aussi. Et même lorsqu'ils m'ont dit, j'ai les boules. En plus, ils ont accompagné le geste avec j'ai les boules, je n'ai rien compris en fait. Qui sont ces boules? Oui, j'ai les boules, mais bien. J'ai mis longtemps parce que ça aussi, c'est très vulgaire. C'est dans la même lignée de cette finalement grossièreté que je découvre, dont je me rends compte un petit peu. C'est plutôt grossier et au final, c'est un geste quotidien. Si tu dis ça, tu ne dis pas nécessairement le verbe. Enfin voilà, le verbe est absent, mais le geste est là, le geste est parlant et c'est quelque chose de finalement grossier.
mais anodin, et même les adolescents peuvent l'employer, personne ne va leur dire arrête de parler comme ça ou arrête de faire ce geste. Alors qu'on pourrait, je pense. Alors inversement, vous est-il arrivé de faire des gestes ou des mimiques de votre culture qui n'ont pas été compris par les Français? Oui, et même mal compris. Je me souviens de ce geste-là. Ça, c'est quelque chose qui signifie soit rien, soit quand je veux croiser les doigts, donc parce que je souhaite fort que quelque chose réussisse, je ne fais pas ça. En Croatie, ce n'est pas compréhensible. Je ne veux pas croiser les doigts comme ça. J'ai vu ça dans les films en anglais et j'ai vu ça en France. Nous, on fait ça. Comme en Allemagne. Quand on désire quelque chose de très 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 fort, et justement, c'est le paradoxe du geste. D'une part, ça, c'est... Et t'as eu rien, j'ai tenté quelque chose, mais au final, j'ai eu rien. Mais si on a les deux, derrière le dos, par exemple, quand on est petit, ça veut dire qu'on espère réussir, faire le triple saut, je sais pas trop. Voilà. Ça, c'est un geste qui n'est pas compris. J'aurais pas compris non plus. C'est vrai? Non, du tout. Ouais. Qu'est-ce que Pour moi, c'est quelque chose de menaçant. Moi, je me fais ça et qu'est-ce que j'ai fait? C'est une sorte de menace. J'ai un autre exemple, mais c'est peut-être plus un geste, mais quand j'écoute quelqu'un, l'écoute active, pas vraiment active, je ne pose pas des questions, mais j'approuve, je fais et il croit que je n'ai pas compris. Parce que ça fait comme je sais pas, et j'ai ils ne comprennent pas. D'accord. Ouais. C'est pas vraiment un geste, mais... Ouais. Et moi, au début, j'étais obligée d'expliquer souvent, parce qu'on ne fait pas les gestes en finlandais. On peut rester silencieux, il n'y a pas de problème. Ça ne veut dire pas qu'on n'amuse pas, qu'on est un peu arrogant comme ça. C'est naturel pour nous. Et au début, j'étais vraiment obligée de dire à les gens que non, mais je m'amuse, c'est bien, je suis contente pour être chez vous, je veux pas partir ou comme ça parce que je restais à mon côté, j'ai écouté, c'était silencieux, je vais faire les gestes beaucoup et comme ça c'était vraiment difficile pour les gens de comprendre qu'en fait non, je suis contente. Je suis contente comme ça. C'est bon. En espagnol, pas tout le monde, c'est peut-être un peu bon, je ne sais pas, c'est pas tout à fait général, mais on accompagne beaucoup le discours avec les gestes. Donc, il n'y a pas un contenu précis, mais on peut souligner ce qu'on dit avec le doigt, l'index. Donc, on peut dire, mais ce n'est pas une menace. Donc, et c'était pas moi, c'était mon mari qui, un jour, arrive à la maison, il m'a dit, je parlais à quelqu'un du bureau. Mon mari l'utilise beaucoup parce que pour affirmer ce qu'il dit. Et il m'a dit, est-ce que tu vas me disparaître? Tu vas on dit comment me tirer dessus. Donc pour lui, il était vraiment choqué. Non, bien sûr, il n'allait pas. Il s'était loin de lui. L'idée de lui tirer dessus ou le menacer, c'était pas une menace. C'était simplement une façon de, disons, c'est une idée. Je dis ça et puis ça. Ce geste, l'index, qu'en Espagne on peut utiliser, ici, ça a été très très mal compris. Ouais. Je n'ai pas vraiment d'exemple, parce qu'en fait, on n'utilise pas beaucoup de gestes non plus en Pologne. Je me suis pas retrouvée dans une situation où moi j'ai utilisé un geste qui aurait été mal compris par des Français. Donc je n'ai pas vraiment d'exemple. Bien. Alors, le rythme et l'intonation, qu'on appelle la prosodie, accompagnent naturellement la gestualité corporelle. Vous est-il arrivé d'être incompris à cause d'une prosodie inappropriée? Vas-y, Sana. On en a déjà parlé. Oui, on a déjà parlé. En fait, c'est pour poser une question. Parce qu'en finnois, on parle à peu près le même ton tout le temps. Et en français, à la fin, on doit... Comment on dit? On doit...
Utiliser l'intonation. Intonation, Voilà, oui, ça voilà, tente. oui, voilà, c'est Ça ça. doit monter. Et quand moi je pose les questions, je parle comme ça, et c'est pour ça que personne comprend qu'en fait c'était des questions. Et souvent à la maison, je dis, mais pourquoi personne me répond? Et tout le monde va voir comme, mais parce que tu n'as pas posé la question. Oui, je posais la question, mais en façon finlandaise. Pour moi, c'est la même chose. Et ce qui nous oblige à rajouter est-ce que, Oui. Ah voilà, oui, oui, oui. à vraiment... Moi, j'évite de... Après, l'idée de se dire, tiens, il suffit de changer l'intonation pour poser la question. Non, je ne réussis pas souvent cet tâche-là, donc je préfère avec les questions inversées, inversion ou est-ce que... Encore aujourd'hui. Après 20 ans en France, je veux dire. Non, moi, en Espagne, on chante beaucoup, donc on a l'intonation, non, c'est pas un problème. Et puis, quand on apprend la langue ici, on apprend en même temps et les mots et l'intonation, le discours complet. Et pourtant, le croate, c'est une langue qui varie énormément. Justement, on n'est pas nécessairement dans une neutralité, dans un ton plat. On fait ça, mais c'est complètement l'inverse. Moi, quand je pose une question, c'est une affirmation en français. Ils le comprennent comme une affirmation parce que c'est l'inverse. Oui, en allemand, c'est oui. similaire. Et donc, en allemand, c'est... L'oscillation est plus ça. forte. Ouais. En fait, moi, je vais monter quand je vais vouloir affirmer quelque chose, mais pas ouvrir un... Mais en français, j'ai l'impression de monter la voix tout le temps. Au départ, c'est mieux maintenant. Au départ, j'étais dans l'enseignement tout le temps rouée et tout ça, parce que je crispais et je parlais plus haut, comme, pas une octave au-dessus, mais en allemand, j'ai une voix plus grave. Ouais. C'est la même chose pour moi. Oui. Je n'ai pas la même voix, je ne suis pas dans les mêmes hauteurs. Oui. Nous, en polonais, en fait, l'intonation, elle est un peu plus plate. Pas complètement plate, mais elle est quand même un peu plus plate. Et j'ai l'impression, en fait, qu'on parle plus vite aussi. Donc, moi, au début, en fait, quand je parlais français, je parlais très, très vite. Et du coup, les gens me disaient, non, mais attends, on comprend pas ce que tu dis. Et on parlait plus vite. Après, au niveau de l'intonation, enfin, moi, une fois, j'ai eu une petite situation un petit peu comique parce que quand je suis arrivée en France j'ai voulu aller justement à l'université ici, et donc je ne savais pas où elle était, je ne savais pas si c'était loin ou pas, donc je posais la question, je ne savais pas si je pouvais y aller à pied surtout, donc je posais la question à un monsieur qui était juste à côté de la gare en me disant est-ce que l'université c'est loin, je peux y aller à pied? Il dit Boudu. Alors Boudu, déjà le mot, et puis l'intonation, donc je ne savais pas si c'était loin, pas loin, et j'ai dit mais Boudu oui, Boudu non. Mais en fait, combiner le vocabulaire avec l'intonation, ça m'a dépassé. Donc je ne savais pas si c'était loin ou pas. Donc j'étais obligée de lui redemander quelques précisions. Alors justement, pour reprendre cet exemple, quand des Français s'adressaient à vous, vous est-il arrivé de ne pas comprendre certaines nuances véhiculées par le rythme et l'intonation? Comme je disais tout à l'heure, c'est peut-être pas quand ils s'adressaient à moi, mais j'étais dans la maison à la campagne et j'entends mes voisins parler. Je dis « Oh, là, il y a une grosse dispute ». Et en fait, ils se parlaient gentiment. Ils disaient « Ça va ?» Et l'autre « Oui, ça va !» Et puis... voilà, mais finalement, c'était amical. Moi, j'ai un exemple contraire. Je me rappelle, c'était à Paris, où j'habitais à l'époque, et il y avait des gens qui faisaient la queue pour acheter du pain, qui se parlaient avec une politesse formale parfaite. Mais l'agressivité de ce qu'ils se disaient, c'était énorme. Et je ne veux pas vous doubler, non, mais vous étiez là, non, mais j'attends. Mais vous pensiez être là. Du coup, j'étais surprise parce que c'est une discussion d'une violence terrible. Si c'était en Espagne, ils auraient vraiment crié. Ici, ils étaient toujours dans les formes de politesse qui peuvent être utilisées, pas que pour être polis. Et donc ça, oui, ça m'a... C'est un apprentissage de la rue. Ça, on n'enseigne pas ça à l'école. Quand on apprend le français, c'est vraiment comment on peut utiliser
ou tout pour n'importe quelle finalité. Et dans la famille aussi, ou chez les proches, on peut aussi, tout ce qui n'a pas été dit, les non-dits, il faut les comprendre aussi. Ça, oui. Par exemple, Ça c'est subtil, c'est difficile. En fait, ils ne racontent pas qu'ils vont mal ou qu'ils sont fâchés. En Allemagne, on est plus direct. Oui, par exemple, plusieurs manières de dire ça va, et même si ça ne va pas, on répond ça va. Oui. Parfois, parce qu'on n'a pas forcément envie de dire que ça ne va pas. Donc ça va, ou ça va. Ça va, mais il y a des nuances dans le ça va où maintenant je décode plus facilement qu'au final ça ne va pas. Oui. Alors que les gens ne le disent pas, mais il y a plusieurs manières de répondre. Donc maintenant je détecte peut-être plus facilement, mais au début si on dit ça va, simplement, c'est que tout va bien. Je ne me pose pas de questions. C'est un fait. Il y a quand même des nuances dans cette information. C'est vrai, même là encore aujourd'hui, j'ai vraiment envie du coup de répondre la vérité. J'ai du mal, je m'oblige maintenant dans le cadre professionnel à répondre oui ça va, merci. Et toi? Je le lance, mais au final, à l'intérieur de moi-même, souvent je souhaite et j'ai besoin de rajouter oui, pas trop mal, merci, ou non, pas trop bien, parce que j'ai mal dormi. Quand on me pose la question si je vais bien, j'ai très envie de dire la vérité, de dire avec sincérité un peu mon état. J'ai du mal à adopter le ça va et vivre avec, vraiment comme des Français, qui ne réfléchissent même plus à ce qu'ils disent en fait, à la limite. Non mais c'est vrai, c'est tout le temps ça va, mais en fait non ça va. Et si tu dis ça va pas, là on tout s'arrête. Alors que dans mon pays, on peut s'arrêter à juste non ça va pas. Enfin, j'ai eu un problème, j'ai mal dormi, on va pas nécessairement faire tout un... On va pas s'arrêter pour discuter avec le collègue, pour lui demander mais pourquoi ça va pas. Pour moi, on est plus direct, Ça c'était au début aussi très difficile à rappeler, demander tout le monde ça va, parce qu'en Finlande, on ne demande pas tellement ça va. On dit bonjour et voilà, c'est ça. Déjà, ça va, c'est mitakuulu, c'est beaucoup plus long en finnois que en français, ça va. Et après, comprend qu'en fait, tout le monde demande le matin ça va et on te répond ça va. Et c'est pas la question vraiment que tout le monde peut savoir comment je vais. Et voilà, c'est toujours un peu difficile cette question. Oui, puis parfois ça peut être long. Hein. Et ton mari, ta soeur, et puis ça va mieux, ça peut être long. Et on est obligé, parfois, de faire tout ça. Ou des fois c'est encore plus court, ça va et toi? Moi, c'est toujours comme ça. Et ça, c'est un peu violent encore. On ne me répond pas, ça va, non, et toi? Donc, pour moi, c'était confus. Je pensais que c'était, non, ne me pose pas cette question, ça va, mais non, c'était, oui, même pas la peine de dire oui, ça va, mais et toi? Donc, ça va, et toi? Tiens, oui. Ok, d'accord, ça va. Bien. Avez-vous quelque chose à ajouter? Non, pas spécialement. Eh bien, écoutez, notre table ronde touche à sa fin. Nous vous remercions pour vos témoignages et pour ce temps de partage.